Yes. Julien, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Ok. C'est toujours la question la plus dure. Je, je m'appelle Julien, j'ai euh, créé un premier business il y a 6 ans parce que je me sentais mal dans un monde salarié qui ne me correspondait pas du tout. Je ne pouvais pas trouver ma place. Je me suis toujours senti en dehors, on va dire, jamais senti comme les autres. Et du coup, forcément, le chemin comme les autres me convenait pas forcément. J'avais une passion pour la cuisine, la pâtisserie, donc j'ai créé un premier business là-dedans. J'en ai eu marre. J'en ai créé un second dans la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau parce que j'avais été sportif de haut niveau plus tôt dans le tennis. Ça a bien marché. C'est là où j'ai découvert la magie du web, on va dire, la magie de ce qui est possible en ligne grâce à Internet, à la pub, au tunnel de vente, à toutes ces choses-là en ligne. Ça a super bien marché et du coup, il y a un moment donné où j'ai eu envie de créer un business aussi pour aider les gens qui me demandaient, Julien, comment tu as fait pour être libre en fait, pour devenir libre, parce que je pouvais travailler un peu de partout dans le monde, d'où je voulais, quand je voulais, avec des revenus en automatique et ça faisait beaucoup rêver les gens autour de moi et je me suis dit, ah bah ouais, ben, moi aussi j'ai envie de les aider à vivre de leur passion et de ce qui les anime. Et c'est comme ça que j'ai lancé Leader de ton marché il y a maintenant 4 ans. Et bien sûr, en 4 ans, la mission, la raison pour laquelle je le fais, comment je le fais a évolué, mais aujourd'hui, ça reste quand même mon activité principale sur laquelle on est aujourd'hui une vingtaine dans l'équipe et on accompagne des entrepreneurs à développer leur activité, notamment sur le web, grâce à une partie très stratégique de comment concrètement tu trouves des clients sur le web et tu mets en place une équipe sur le web, une équipe en remote et toutes ces choses-là, mais aussi tout un travail de développement personnel et de comment tu te libères des blocages parce qu'il y a peut-être des choses que tu sais quoi faire, tu sais comment le faire et pour autant tu ne le fais pas. Et c'est aussi un sujet qu'on adresse avec nos clients. Voilà. Cool, merci. Et du coup, si tu étais une citation, tu serais laquelle? Wow. Euh, hmm. Spirit without matter is uh, useless and matter without spirit is motionless. Hmm. Qui est-ce qui l'a... En tout cas, je sais pas, je l'ai vu dans un livre, mais je me souviens plus de qui l'a exprimé. Hmm. Mais en tout cas, elle me parle beaucoup Hmm. euh, parce que je pense que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir expérimenté le spirit without matter is useless. Par contre, j'ai pas mal de clients qui l'expérimentent, de gens qui se perchent et qui sont déconnectés de la matière et du coup qui ont plein de choses à offrir mais qui savent pas comment l'offrir ou qui se sentent frustrés en se disant putain, le monde ne fonctionne pas comme je voudrais et on peut le faire avec beaucoup plus d'amour et pour autant, comme ils sont déconnectés de la matière, ils sont incapables d'en faire quelque chose dans le monde actuel. Et de l'autre côté, je pense moi par contre avoir expérimenté le matter without spirit is motionless de un moment donné où j'arrive dans mon business et le business marche très bien. Euh, mais juste mon esprit est plus dedans en fait, mon âme est plus dedans et j'arrive à un moment où je peux plus avancer parce que j'ai plus l'énergie, j'ai plus cette énergie de vie qui donne la vie au business derrière. Et c'est pour ça que cette citation me parle beaucoup parce que c'est aussi un peu le monde que j'ai envie de créer pour demain. Un monde dans lequel ces choses-là sont plus séparées, mais ces choses-là sont réunies et intégrées pour que euh, les business, les business soient source d'épanouissement pour les personnes qui y contribuent ou qui entrent en contact avec, et que ça soit une source d'accomplissement et de réalisation de soi pour chacun. En fait. Hmm. Je trouve que ça te correspond bien, en effet. Si tu étais un accessoire féminin et un accessoire masculin, tu serais lequel? Euh, alors là, ouais, je sais pas répondre. Je sais pas répondre. Je sais pas répondre. Ok. Next, alors c'est ça? Je sais pas. Next. Next. Ok. Si tu étais un don.
En fait, attends, je reviens juste parce qu'il y a un Ouais, truc. ouais. Sur l'accessoire masculin-féminin, en fait, je m'en fous à partir du moment où les accessoires sont faits euh, avec amour et avec inspiration, tu vois. Genre, je sais pas ce que tu entends par accessoire, tu vois. Ben, un objet, en fait. Un Un objet. objet, ok. Bah, en fait, moi, ce qui me touche dans un objet, c'est je suis très minimaliste dans ma vie, donc j'ai presque rien. Tu vois, ma vie tient dans une petite valise. Euh, du coup, j'ai assez peu d'objets. Et quand on m'achète un objet, moi, ou quand on m'offre un objet ou un cadeau ou un truc comme ça, moi, ce qui me touche, c'est pas l'objet en soi, c'est plus l'intention qu'il y a derrière la création de cet objet et l'intention de la personne qui me l'offre. Donc, en fait, je peux être tous les accessoires à partir du moment où ils sont faits avec une intention de j'ai envie d'offrir ce que je suis au monde. Et c'est ça qui me touche dans les objets et dans tout ça. Donc, je dirais tous les objets à partir du moment où ils sont faits avec une intention d'offrir les talents du créateur au monde, en fait. Ok. Et donc, si tu étais un don, Ah, c'est marrant, le mot qui me vient, c'est clairvoyant, et pour autant, je n'assume pas du tout ça. Donc, voilà. hmm, ok. Et si tu pouvais choisir d'avoir 3 vies, tu serais quoi dans chacune des 3 vies? Bon, forcément, dans une, Julien Mussy, j'imagine. Non, vas-y, je te laisse répondre. Ouais. Franchement, déjà, être présent à la mienne, c'est de l'énergie, tu vois. Donc, j'en veux pas trois. Déjà. Non, franchement, une, c'est déjà assez, tu vois. Une, c'est déjà assez. Ça me demande déjà beaucoup d'énergie. Je vois que je la vis à 20%, dans le sens où je suis présent 20% du temps, tu vois. Le reste du temps, je suis occupé à faire des choses, à machin. Je me perds dans mes besoins de reconnaissance, mes besoins de je sais pas quoi, machin, ma stimulation, ma dopamine et toutes ces conneries-là. Donc, déjà, j'arrive à vivre 20% de ma vie, je pense. Donc, si j'en avais trois, je serais à 5, 5, 5. Non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ok. Et si je te pose la question d'où viens-tu, qu'est-ce que tu me réponds? Euh, si je réfléchis pas, le premier truc qui me vient, c'est des étoiles. Hmm. Et si tu réfléchis? Et si je réfléchis, euh, le truc très pragmatique du corps de ma mère. Et un truc à un autre niveau, c'est compliqué, hein. J'en sais pas grand-chose. Je sais où je vais, mais je sais pas trop d'où je vais. Ok, alors où vas-tu? Ben, je pense que la destination qu'on partage tous, c'est la mort. Ok. Et Et j'ai arrêté de savoir où je vais. Enfin, et j'ai arrêté de vouloir savoir où je vais. Je crois que je me laisse de plus en plus guider par où la vie veut que j'aille, en fait. hmm. Bon. Et pourtant, je sais que, je sais que tu connais cette citation qui dit il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Hmm. Ouais, mais tu sais, j'ai quand même un truc de plus en plus. Je mets de plus en plus de distance avec cette manière de voir les choses. Hmm. Euh, j'ai l'impression que c'est une citation qui est très vraie. Genre, c'est 100% vrai. Et pour autant, si tu ne vois que cette lecture de la vie, si tu vois la vie à travers que cette citation, bah, je trouve que ça crée une pression de OK, je veux aller là à travers un truc qui est très dans la volonté et qui te ferme à plein d'opportunités et de choses qui sont encore plus cool pour toi. Donc, aujourd'hui, ma manière de voir le monde et de guider ma vie, c'est voici ce que je sens, voici où j'ai envie d'aller, voici ce qui m'inspire aujourd'hui. Et peut-être demain, ça sera totalement différent et c'est OK. Ok. Et puisqu'on parlait de la mort, Ouais. si tu mourais demain,
qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir fait ou C'est de ne pas marrant. avoir accompli? Ouais, c'est la troisième fois qu'on me pose cette question Ah, en une semaine ah ouais. et je crois que c'est toujours la même réponse qui vient. Euh, Enfin, non, il y a deux trucs. Le premier, c'est je pense que bah, je regretterais pas parce que j'aurais pas vraiment le temps, tu vois, de regretter. Ok, si tu savais que... Si je savais, ben, je pense que j'aurais l'impression d'avoir fait peut-être 1% de la richesse de l'expérience qu'on peut avoir. Et quand je parle d'expérience, c'est une expérience intérieure, vraiment. Tu vois. Découvrir ce que je suis au-delà de ce que je crois être. Enfin, je pense que je serais un peu déçu de ne pas avoir pu comprendre davantage des mystères de la vie et de l'univers et de me dire j'ai cru que j'étais Julien pendant 29 ans et je me suis arrêté à ça. Bon, aujourd'hui, je crois que je suis autre chose, je crois à plein de choses, mais je pense qu'il y a plein de choses que j'ai envie d'explorer autour de comment je fonctionne, comment on fonctionne, qu'est-ce que la société nous a dit qu'on était qui est loin d'être que ça. Ça, c'est le premier truc. Et un deuxième truc qui revient, c'est que je crois que je serais déçu de ne pas avoir fait l'expérience d'être papa. Ok. Ouais. Hmm. Parce que tous les parents à qui j'ai parlé, on m'a dit que c'était une expérience un amour que tu ressens ou que tu ne peux pas ressentir autrement. Et une expérience de connaissance de soi, d'apprentissage, de lâcher prise, de compréhension qui dépasse tout entendement et tout ce que tu peux trouver à d'autres endroits. Et je me dis, putain, j'ai envie de faire ça. Hmm. Ok. Et si tu mourais dans un an, qu'est-ce que tu aurais envie d'accomplir? Dans un an, là, dans l'année qui arrive, du coup, Hmm. je crois que, franchement, je sais pas, c'est une question qui est dure. Euh, Ça serait inconfortable d'être face à. D'ailleurs, j'en parlais à une amie hier soir et on parlait justement de la mort. Elle me disait, est-ce que tu as peur de la mort? Je lui disais, non, pas vraiment. Par contre, je crois que j'aurais peur des émotions que je ressentirais si on me disait, il te reste un an à vivre. Euh, je sais pas ce que je ferais. Euh, je pense que, je pense que je me rendrais compte de tellement de choses que je fais aujourd'hui par besoin de statut ou par besoin de reconnaissance, mais qui dans le fond n'a aucun sens. Et je pense que je ne sais pas quels sont les 80% que je supprimerais, mais c'est sûr que je supprimerais 80% de ce que je fais dans mon business et à plein d'endroits. Tu conserverais quoi? Euh, Écrire. Ouais, écrire. Je conserverais écrire et je conserverais aimer les gens que j'aime et aimer le monde. Enfin, je pense que j'aurais une intention d'interagir. J'ai déjà cette intention, mais elle passerait à un niveau x10 d'interagir avec chaque personne avec un niveau d'amour 10 fois plus grand. Hmm. Ouais. Alors, écrire, qu'est-ce que Ouais. t'écrirais quoi? Alors, je sais que t'écris un livre. Je terminerai le livre. Bon, il va être terminé, tu vois, mais c'est vrai que ça serait pour moi une énorme déception de mourir sans avoir terminé un livre, tu vois. Hmm. Ouais. Alors que, en vrai, avoir- être mort sans faire 10 millions par an ou quoi, c'est pas très grave. Ouais, surtout quand on les a plus ou moins déjà fait, non? Non, j'ai jamais fait 10 millions par an. Ok, et écrire, qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi? Justement, j'aimerais laisser ce que j'ai appris, j'aimerais laisser euh, ce qui me touche, j'aimerais laisser ce que je perçois aujourd'hui comme limitant dans le paradigme à travers lequel la société vit. Et je suis pas en train, tu vois, enfin, c'est pas, je suis pas du tout dans une intention de il faut changer le monde, juste de mon regard, de ce que j'ai expérimenté, de la manière dont j'ai grandi, de l'environnement dans lequel j'ai grandi.
il y a plein de modèles de pensée, de modèles de pensée, de croyances culturelles, de limites imposées par des autorités qui résonnent pas du tout avec moi. Et du coup, pour moi, l'écriture du livre, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi ouvrir à une autre perspective sans dire, les gars, vous devez penser comme ça, parce que sinon, ça serait jouer au même jeu. Mais voici la proposition que j'ai pour vous. Moi, ça m'a aidé et je pense que ça peut aussi vous aider et améliorer la qualité de votre vie. Et qu'est-ce que tu aimerais, du coup, là-dedans, partager en particulier? Euh, S'il y avait, allez, tu ouais, en sélectionnes pour moi, trois. c'est aimer sa vie et vivre la vie qu'on aime, qui sont deux choses différentes, mais qui sont, pour moi, tout est résumé dans ces deux phrases, dans poser l'intention d'aimer sa vie et de vivre la vie qu'on aime. Aimer sa vie, c'est, je pose l'intention que quoi qu'il se passe dans les circonstances extérieures, je vais y trouver des bénéfices, je vais le voir comme au service de ma vie, je vais voir les choses comme sur le chemin, et peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui m'arrive dans cette journée, je vais le voir comme au service de ma vie. Et du coup, je fais le choix d'aimer ma vie, peu importe quelle est ma vie. Et donc là, c'est un travail pour moi qui se joue au niveau de ton intention, de tes perceptions, de comment tu regardes le monde. Et vivre la vie qu'on aime, c'est plus dans la décision, dans les décisions, dans ce que tu crées dans la matière et comment est-ce que tu crées aussi les conditions de vie et les circonstances de vie que tu aimes, en fait, et que tu as vraiment envie d'expérimenter. Hmm. Et d'ailleurs, je pense paradoxalement que pour vivre la vie qu'on aime, il faut commencer par aimer la vie qu'on a. Et bah, la question, c'est est-ce que tu aimes la vie que tu as? Ouais, je kiffe. Ouais. Ouais. Et sur l'indice du bonheur, si on pouvait avoir un KPI du bonheur sur 100, Sur toi, 100, je pense qu'aujourd'hui, je suis. euh, ben, c'est pas un KPI qui me parle. Euh, ah, c'est quoi le KPI qui parle? c'est me sentir en vie. Et c'est me sentir dans ma vie à moi, tu vois. Parce que le bonheur, tu vois, je trouve il y a un truc le bonheur, il y a un espèce de truc culturel de euh, une injonction à être heureux et un espèce de truc où tu dois être souriant. Et par exemple, tu vois. Et du coup, si tu pleures, si tu es triste, t'es pas heureux. Or, moi, aujourd'hui, enfin, j'aime aussi, je peux me sentir vivre ma vie, je peux me sentir épanoui en étant triste, tu vois. Donc, mais c'est à quel point est-ce que je vis ce qui est là maintenant et à quel point je suis dans ce qui est là maintenant. Donc, KPI du bonheur, je ne sais pas et je ne crois pas que j'ai vraiment envie de m'évaluer là-dessus parce que je crois que c'est justement une quête qui est la quête d'être heureux rend beaucoup de gens malheureux. Mais plutôt à quel point est-ce que je vis ma vie et je me sens dans ma vie à moi, pas celle que les autres m'imposent ou pas celle que j'essaie de vivre pour montrer aux autres que c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Donc, dans le KPI de vivre sa vie, je dirais que je suis à 98. Ah ouais, ok. Ouais. Congrats, félicitations. En fait, tu sais, Hmm. je crois que c'est un regard, en fait. Parce que, Hmm. euh, au fond, je crois pas que tu puisses vivre autre chose que ta vie. Par contre, plus tu te bats contre toi-même, plus tu as l'impression de ne pas vivre ta vie. Mais au final, tu vis toujours la vie de Christelle et je vis toujours la vie de Julien. Euh, Mais c'est à quel point est-ce que je suis capable d'apprécier que ce que je vis là est sur mon chemin et c'est mon chemin et c'est pas en travers du chemin, tu vois. C'est inversement proportionnel à la résistance que je mets à la vie, en fait, et à ma vie. Donc, 98, pas parce que ma vie est incroyable et que j'ai réussi des choses de ouf, mais parce que je pense que j'ai euh, enlevé pas mal de résistance et j'ai appris à accueillir pas mal de choses dans ma vie. Et deuxièmement, aussi parce que ces 2 derniers mois ont été cool pour moi. J'ai vécu pas mal d'émotions suite à la séparation avec Jess et tout ça. Mais
je me suis aussi retrouvé, en fait. Retrouvé à un autre niveau, comme ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvé. Et, et j'ai pris conscience, en fait, après cette rupture, à quel point j'avais passé 2 ans à mentir, me mentir, par peur de ne pas être aimé et par peur que si j'étais moi-même, on me quitte et on ne m'aime plus et que l'entièreté de qui j'étais n'était pas aimable. Et prendre conscience de ça m'a amené à faire un choix et vraiment poser un engagement fort envers moi de, en fait, peu importe qu'on me rejette à l'extérieur, moi, je ne veux pas me rejeter. Et Mm. je veux faire ce choix que je, je vais vivre ma vie et je suis OK qu'elle dérange. Je suis OK que des gens ne me valident pas. Je suis OK que des gens ne m'aiment pas. Et je suis OK que... mais juste, moi, je veux me valider. Moi, je veux me respecter et je veux sentir que je suis en train de vivre ce que j'ai envie de vivre. Et, euh, et du coup, forcément, dans ces 2 derniers mois, j'ai vraiment l'impression de vivre ma vie à 99%. Ça a augmenté. Ouais, ouais. Ouais. Ok, et, tu parles de Jess, et c'est quoi pour toi l'amour? Il y a plein de formes d'amour, tu vois. Je pense qu'au niveau de l'amour dans le couple, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Et j'ai sûrement pas compris, sinon, sinon je n'en serais pas là. Euh, mais pour moi, l'amour, c'est l'appréciation sans condition de ce qui est. Voilà. Hmm. Et qu'est-ce que tu as compris quand même? Parce que... Est-ce que j'ai compris? Ouais. Euh, Même si, enfin, que c'est pas l'amour est trop. inconditionnel, la relation l'est pas. Hmm. Voilà. En tout cas, c'est la manière dont j'ai envie de vivre ma vie et ça, je veux l'extendre à toutes les relations que j'ai. Euh, et autant les relations business que professionnelles, que les collaborateurs que j'ai, que euh, tout le monde. C'est l'amour est inconditionnel, mais la relation ne l'est pas. C'est-à-dire que pour moi, arrêter d'aimer n'a aucun bénéfice. Donc, je fais le choix que même si ça se passe mal ou si ça ne me convient pas et que ça sort de mes limites, ce n'est pas une raison pour arrêter d'aimer. En fait. Ça peut être une raison pour arrêter la relation, pour poser d'autres limites dans la relation, mais ce n'est pas une raison pour arrêter d'aimer. Et j'ai appris ça, parce que je crois que j'avais confondu les deux, en fait. Que euh, comme j'aime l'autre, je ne peux pas partir, en fait. Même si on n'a pas la même vision, même si on ne veut pas aller au même endroit, même si on n'a pas la même manière de vivre, si je m'aime, si j'aime l'autre, et si j'aime cette relation, alors je dois, entre guillemets, me sacrifier pour que ça passe, pour que ça fonctionne. Et, euh, et ça, je crois que c'est une erreur, en fait. En tout cas, c'est pas la manière dont j'ai envie de vivre ma vie dans le futur. Et je pense que de voir ça, ça m'aide aussi à plein d'endroits. Par exemple, ce matin, j'avais un collaborateur dont on devait se séparer. Et, euh, et en fait, je l'appelle juste en restant ouvert, en fait. Je peux rester ouvert, je peux continuer à l'aimer et lui dire qu'on ne continue pas pour telle et telle raison, mais en l'aimant. Et, et ça change ma journée, ça change ma vie. Parce que tu vois, je peux rester du coup ouvert toute la journée. Alors qu'avant, je me serais tendu avant, je serais resté tendu après, parce qu'il faut que je bloque ce qui se passe en moi. Hmm. Et, euh, et c'est fatigant, en fait. C'est fatigant, ça crée de la résistance, c'est usant, quoi. Et sur la relation de couple, tu as compris quoi? J'ai compris ça. J'ai compris aussi que chaque fois que j'étais ou je faisais quelque chose euh, pour plaire à l'autre et être validé par l'autre, c'était moi que j'en validais. Et ça, et chaque fois que je faisais quelque chose pour pas être rejeté, pour pas être rejeté par l'autre, c'était moi que je rejetais. Et qu'en fait, Hmm. du coup, tu arrives au bout de 2 ans où tu vis à 20%, quoi. Et quand je dis ça, enfin, c'est Jesse pour rien. Hein. Tu vois, c'est mon schéma à moi de comment,
comment j'ai besoin d'être validé, comment je suis terrifié qu'on ne me valide pas, comment je suis terrifié qu'on me rejette, comment je suis terrifié qu'on ne soit pas d'accord avec moi, comment je suis terrifié qu'on me remette en question. Et tu t'évoques là ouais. Et j'ai aussi compris que quand j'étais malhonnête avec l'autre, j'étais surtout malhonnête avec moi-même en premier lieu. Et dans toutes ces terreurs que tu as évoquées, alors au-delà du couple, mais c'est quoi qui te fait le plus peur dans la vie en général? C'est celle que tu as nommée là? Ouais, ce qui me fait peur, c'est que les gens que j'aime s'en aillent. Je pense que je peux, financièrement, en business, je peux tout perdre. En fait, je m'en fous, je le reconstruirai. Et même si je le reconstruis pas, c'est pas très grave. Mais tu vois, par exemple, il y a 2 jours, on reçoit un mail de la banque, d'une de nos banques, et, euh, et on a 800 000 euros sur ce compte, et ils nous disent que si d'ici 3 jours, on n'a pas renvoyé tel document, ben, ils bloquent tout et ils remboursent tout ce qu'on a reçu. Et donc, il y a la personne qui s'occupe des finances chez nous qui est en mode putain, Julien, machin, et tout, et tout. Et moi, sérieux, je lui réponds en mode bah, au pire, ça sera une opportunité d'aimer la vie sans condition. Et je le pense sérieusement, en fait, ça sera juste une opportunité. Mais, et vraiment, je vois que sur le moment, j'aurai sûrement une petite décharge en moi, si ça se passe, mais que en 3 secondes, j'en rirai, quoi. En 3 secondes, j'en rirai et je me dirai, ah, ça fera une bonne histoire pour les conférences. Ça fera un bon sujet de podcast. Euh, mais je vois que par contre, quand il s'agit de relations, que ce soit des amis, que ce soit en tout cas des personnes que j'aime vraiment et que je respecte, c'est plus, je suis plus réactionnel. J'ai moins cette capacité enfin, c'est comme un interrupteur, tu vois. C'est un interrupteur, je me ferme, mais c'est beaucoup plus dur de me réouvrir. C'est beaucoup plus dur de me laisser traverser et de vraiment embrasser l'émotion. Je vais avoir tendance vraiment à la cristalliser, à la bloquer. Et c'est un axe de travail que j'ai envie qui m'inspire en tout cas. Voilà, que j'ai envie d'aller développer. Et c'est aujourd'hui, ça m'intéresse vraiment d'aller grandir là-dessus. Voilà. Du coup, tu l'as déjà vécu si tu en parles comme ça. Ouais, clairement. Ouais. Enfin, de toute façon, quand tu portes une blessure, c'est pas tu revis tous les jours, quoi. Peut-être pas tous les jours, mais tu le revis, tu le vis 10 fois par an, quoi. Et qu'est-ce que tu fais du coup quand tu vois que tu as une blessure qui revient? Bah, au début, tu accuses les autres, puis quand ça arrive suffisamment de fois, tu te demandes c'est quoi le point commun, bah c'est moi. Et quand tu en es là Bah ouais, là aujourd'hui, mon chemin, c'est de m'observer en train de me fermer, de me demander est-ce que j'ai vraiment envie d'être fermé ou est-ce que genre juste je connais par cœur et je suis OK d'être traversé par l'émotion et de rester ouvert après, d'exprimer ce que je ressens, quitte à me sentir fragile, vulnérable comme une merde avec l'autre, quitte à être rejeté, mais pour arrêter de me rejeter moi-même en fait. Et c'est mon chemin dans ce moment en fait. Ouais, est-ce que tu as une façon particulière de traiter tes blessures? Bah ouais, j'en ai deux. La première, c'est soit j'arrive à voir c'est quoi le moment qui a déclenché ça. Et je reviens sur l'événement, je reviens présent dans le moment, je me demande c'était quoi les bénéfices, ça aurait été quoi les inconvénients si ça avait été autrement. Et il y a un moment donné où je sens dans mon corps que ça lâche et de la gratitude pour la source. Et du coup, j'ai plus besoin de le revivre. Parce que pour moi, tout ce que tu n'as pas appris à aimer,
tu le revis jusqu'à ce temps que ce soit aimé. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parfois, quand j'ai pas ça, je vais juste me laisser traverser par l'émotion, remonter au niveau une fois que l'émotion est passée, remonter au niveau de l'histoire que je me raconte pour créer cette émotion. Parce que l'émotion que je vis m'informe sur l'histoire que je me raconte. Et une fois que, entre guillemets, l'émotion est passée, là, j'ai de nouveau de la rationalité pour me demander, tiens, est-ce que cette histoire a vraiment du sens? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de regarder la situation? Et ça me permet d'éviter de le revivre, en fait. Merci. C'est, du coup, tu traites tes blessures avec le mental uniquement, ou est-ce que tu as encore d'autres façons de... Non, essentiellement comme ça. Ouais. Après, je fais des trucs un peu perchés des fois. Des trucs de Kundalini, de machin. Quand je me sens inspiré à aller faire un truc, je le fais. Et tu trouves que ça soigne tes blessures, que ça guérit quelque chose? Je sais pas, tu sais, je crois que le mental veut trouver un moment sur lequel la blessure a été guérie. Et du coup, il veut dire c'est grâce à ça que ça s'est guéri ou un truc comme ça, tu vois, mettre une case et tout. Mais pour moi, une vie, c'est tellement plus complexe que ça. Et je sais pas si ça guérit. En tout cas, je vois juste que j'avance sur mon chemin et que ça avance, tu vois. Donc, te dire qu'est-ce qui guérit, je fais tellement de choses, tu vois, que je ne sais pas trop et c'est pas très grave puisque je vais pas dans des coachings, dans des trucs perchés avec l'attente que ça me guérisse de ce truc-là et y mettre tout cet enjeu. J'y vais parce que j'ai envie de faire cette expérience. Ça a l'air cool. Ça m'inspire d'aller découvrir ça. Et je pense d'ailleurs que c'est une clé vraiment importante. En tout cas, je vois chez les gens que je côtoie, je pense que c'est une limite que je perçois dans leur manière de fonctionner que moi, j'ai pas. J'en ai d'autres, mais pas celle-là. Que pour beaucoup, tu vois, il y a tout un enjeu quand ils vont dans un coaching ou quand ils s'engagent dans un coaching, dans un truc perché. Putain, il faut absolument que je résolve ça et tout. Et plus tu mets de la résistance, moins tu résous ton truc, en fait. Et je trouve que c'est tellement plus fun et simple quand tu y vas parce que tu as envie de faire l'expérience, mais sans l'attente que ça résolve quelque chose. Et paradoxalement, c'est là où ça résolve plus de trucs. Mais je pense que ça part aussi de la croyance et d'un paradigme. Moi, je ne crois pas que je suis un problème à résoudre, hein. Je pense. Oui, franchement, je pense effectivement que j'ai une manière de fonctionner à plein d'endroits qui est différente des autres, mais euh, qui est-ce que je suis ou qui sont les autres pour juger que ma manière de fonctionner est différente, elle est moins bien, tu vois. Genre, j'ai pas forcément l'intention de devoir résoudre mes blessures. Enfin, si elles se résolvent, c'est bien. Si elles se résolvent pas, c'est aussi bien. J'ai pas envie de créer toute cette pression que je dois devenir pur, tu vois. Et à quoi tu sais qu'elles sont résolues? Bah, quand j'arrête de réagir, enfin, quand je peux vivre la même expérience différemment. J'aime bien cette idée de euh, évoluer, c'est. Ouais. J'aime beaucoup cette idée qui était la première fois que j'ai trouvé une définition de grandir et évoluer qui m'a convenu, qui est grandir et évoluer, c'est être capable de vivre la même circonstance, mais d'en faire une expérience différente. Ça, j'ai kiffé. Et je kiffe encore. Tu vois, je sais que je vis. Ouais, je sais que j'évolue quand, premièrement, des mêmes expériences, des mêmes circonstances me font plus réagir, donc je n'en fais plus la même expérience. Et surtout, je sais que j'évolue aussi quand ma réalité change. Quand je dis ma réalité change, c'est, enfin, tu vois, j'aime beaucoup cette idée de Franck Lobé qui dit, une phrase qui dit que je trouve magique, c'est tu as la vie que tu es. Tu as la vie que tu es, donc tu veux voir où tu en es, bah, tu regardes ta vie en fait, de tous les jours. Et par exemple, je vois que
je vois que je change quand, par exemple, sur ce truc des relations, quand j'ai plein de gens que je trouve vraiment inspirants, qui me contactent et qui veulent par exemple aller dîner avec moi et que j'accepte et que du coup, avant, j'avais une semaine où je voyais une personne, c'était cool. Et aujourd'hui, je suis obligé de refuser parce que j'ai trop de dîners et tout. Et là, OK, ma réalité est différente. Donc, c'est que ma réalité extérieure est différente, ce qui veut dire que ma réalité intérieure est différente. Hmm. Et en parlant d'expérience, c'est quoi les 3 expériences qui t'ont le plus transformé ou qui t'ont le plus fait grandir, qui ont le plus changé ta réalité? Hmm. Bah, il y a la première qui est la lecture d'un livre qui s'appelle Pouvoir illimité de Tony Robbins, euh, le livre est cool, mais surtout, c'est l'expérience que j'ai faite de ce livre qui m'a transformé, qui a transformé ma manière de voir le monde, je le lis, je suis en stage de fin d'études dans la finance. Pour moi, la vie, c'est suivre ce qu'il faut, en fait. Tu vois, genre, je suis dans un environnement où ma famille, pour être valable dans cette famille, tu dois faire de la finance, de la médecine ou être ingénieur, en gros. Euh, j'ai les capacités intellectuelles pour l'être, donc on va faire ça. Et je fais de la finance, et donc pour moi, enfin, je me pose pas vraiment de questions autour de. Je me pose des questions, enfin, je ressens un décalage depuis petit avec comment les autres vivent et comment moi je vis, tu vois. Mais, euh, mais je me pose pas vraiment de questions, et surtout, j'ai pas le courage de me dire que je peux créer ce que je veux. Et je lis ce livre, et l'idée, c'est de te dire que tu es illimité et qu'en fait, tu crées toute ta réalité. Et, euh, et je lis ce livre, je commence, il est 19h, je le lis jusqu'à 22h et à 22h, je vais me coucher. Et d'habitude, je me levais à 7h du mat. Et là, à 4h, je suis réveillé. Et il y a une voix dans ma tête qui me dit, allez, vas-y, rendors-toi, il te reste 3 heures avant le réveil. Et il y en a une autre qui me dit, mais non, mais t'es illimité, t'as pas besoin de tout ce sommeil, tu peux aller courir. Du coup, je mets mes baskets, je vais courir. Et j'avais l'habitude de courir, allez, peut-être 7-8 km un matin sur deux à cette époque. Et, euh, et là, je commence à courir et je me répète, je suis limité, je suis limité. Et j'arrive à l'endroit où d'habitude je fais demi-tour. Et là, je me dis, tes limites sont dans ta tête. Tu peux décider de ne pas y croire. Et je continue. Et en fait, ce jour-là, je fais plus de 25 km à un rythme qui est plus élevé que mes 7-8 km habituels. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est ouf. c'est, je suis, je sais pas si je suis limité, mais en tout cas, mes limites sont bien plus loin que celles que je croyais. Et je peux décider de croire que je peux aller au-delà de ces limites. Et ça, c'est un premier truc qui change vraiment mon expérience de la réalité. Ah ouais, en fait, genre, juste, c'est toi, au quotidien, qui te met des limites et qui te raconte que c'est pas possible, quotidiennement. Et je le fais à plein d'endroits. Et ça, c'est un premier truc qui change ma vision de la réalité. Le deuxième, la deuxième expérience, c'est un moment où je suis dans un séminaire de dev perso et on nous fait faire un exode de visualisation. Et moi, à cette époque-là, je suis quand même assez rationnel. Tu vois. Ça fait peut-être 2 mois que j'ai quitté le milieu de la banque. Bon, j'ai fait un master de mathématiques appliquées à la finance. Voilà. Et là, on nous fait faire cet exode de visualisation. Et je, je ressens dans mon corps comme je me demande si je le fais bien et je me demande si c'est pas dangereux parce que je sens qu'ici ça se déchire. C'est comme si ça allait se déchirer. Je me dis, mais vraiment, physiquement, j'ai l'impression que ça se déchire. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et je continue à rester dans la posture qui nous indique et tout ça. Mais je flippe, je pleure tellement j'ai mal. J'ai mal, mais pour autant, il y a une douleur terrible, mais il y a aussi un amour inconditionnel que je ressens. Et je ne sais même pas si j'ai mal, je sais pas si c'est de l'amour ou de la douleur, je ne sais pas trop. Et cette énergie commence à circuler dans mon corps et mes jambes commencent à trembler, mais pas un petit peu. Genre, elles tremblent comme ça, en fait. Et, euh, et tout mon corps se met à trembler. Et à ce moment-là, dans ma vie, c'est une cata. C'est-à-dire que je suis timide comme pas possible. Euh,
parler à mon voisin dans le séminaire, c'était vraiment dur. Et j'ai une vision que je vais être conférencier et que je vais faire une conférence devant 1000 personnes, mais une vision comme si c'était un présent, j'étais dans le présent, mais dans le futur. Tu vois, c'est pas, je suis en train de l'imaginer dans le futur. C'est Mhm. ça, en fait, je l'ai déjà vécu. C'est un truc de ce que je suis en train de voir, c'est dans je ne sais pas combien d'années, mais c'est déjà fait. Tu vois. Mhm. Et cette sensation, et je finis par tomber parce que je ne peux plus supporter enfin, mon corps ne peut plus supporter l'énergie qui circule en moi et ne peut plus tenir debout. Et là, je me dis, ah ouais, ok, genre, il y a quelque chose d'autre. Et le lendemain, je m'inscris dans une école de coaching et 3 mois plus tard, je fais des conférences, tu vois. Alors que à ce moment-là, aller à la boulangerie, dire bonjour, demander du pain, c'est un challenge pour moi. Et de me dire que je commence à faire des conférences suite à un moment comme ça, et que ma vie prend un tournant sur un truc comme ça, c'est un autre truc qui fait shifter ma vision de la réalité. Et, euh, et après, j'en ai tellement d'autres. Mais encore, je peux t'en raconter une troisième qui est ce matin, pas plus loin que ce matin, Mhm. euh, où il est, il est 7h30 du matin. Euh, je me lève et je commence à mettre ma playlist et ma playlist me sort une musique qui n'est pas dans la playlist, que je ne connais pas. Et je kiffe cette musique en mode, enfin, je la kiffe. Je l'ajoute à ma playlist, machin, je l'écoute en boucle toute la matinée. Et à 10h30, j'ai une de mes meilleures potes qui m'envoie un message et qui me dit, putain, Julien, il faut que je te raconte, j'ai fait une séance ce matin avec une coach, c'était incroyable. Euh, et je fais, ah, ok. Et elle me dit, j'ai pris conscience que mon blocage, c'était un jour où j'avais vu le soleil et j'avais vu le soleil, j'avais associé que le soleil, c'était mal et blablabla et machin. Et moi, je fais, OK. Et là, je pige. Je fais, juste, c'était à quelle heure ton truc? Elle me fait, ben, en fait, je finis le truc et il est 7h30. Je, je, il est 7h30. Je raccroche. Là, je regarde le soleil et je me dis, elle me dit, je me mets à pleurer de gratitude. En fait, je peux de nouveau regarder le soleil et ça va pas me rendre malade. Bref, c'est son histoire à elle, tu vois, un truc comme ça. Sûrement je déforme, mais en tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Et, euh, et moi, là, j'ai des frissons et je me dis, euh, je regarde les paroles de la chanson que j'écoute en boucle depuis ce matin, que j'ai envoyée à une autre amie à 7h33, donc 3 minutes après la fin de l'écoute, donc exactement au même moment. Et la chanson, c'est Chasing the Sun. Tu vois. Mhm. Une chanson que j'ai jamais écoutée qui arrive comme ça. Et les paroles, c'est I'm better, so much better now. I see the light, touch the light. We're together now. Chasing the sun. Tu vois. Et ça, c'est le genre de truc que je vis tous les jours. Par exemple, Mhm. lundi, un truc qui m'arrive, je me balade tranquille. Et là, j'ai une intuition je comprends qu'un des clients que j'ai, aujourd'hui, s'il a les douleurs qu'il a, c'est parce que l'intuition que j'ai, c'est, ah, je comprends, en fait, toute la fragilité qu'il ne veut pas accepter, c'est quelqu'un de très masculin qui ne veut pas ressentir ses émotions. En fait, toute la fragilité qu'il ne veut pas accepter mentalement, elle s'imprime dans son corps. Euh, et je comprends ça. C'est comme une intuition qui me vient. Et je continue à marcher, et là, je comprends. Là, je pense à ce truc-là. Je ne sais pas si je capte cette pensée, je ne sais pas si elle est dans ma tête, mais en tout cas, j'ai cette phrase qui arrive en moi qui est si tu tiens trop par la force, il y a un moment donné où tu t'écroules. Et au moment où j'ai cette pensée qui passe là, j'entends plouf. Je me retourne, je me retourne et tu as une personne qui est tombée dans le canal Saint-Martin. Et là, je fais waouh, ça Mhm. dépasse ma compréhension mentale ce que je vis. Les synchronicités, ça te parle, ça? Ouais, je sais pas, tu vois, enfin, je trouve que c'est un mot qui est un peu galvaudé et qu'on met un peu à toutes les sauces, mais en tout cas, moi, tout ce que je peux dire, comprendre au-delà de ce mot-là, c'est le monde dans lequel je vis et au-delà de celui que je vois avec mes yeux. Mhm.
Je partage. Voilà. Ouais, merci. Et alors, c'est étonnant parce que tout à l'heure, je t'ai demandé c'est quoi les 3 expériences qui ont transformé ta réalité. Ouais. Et la première expérience, tu me dis la lecture d'un livre parce que Ouais. j'avais une autre question qui est quels sont les livres qui ont transformé ta vie? Et avec un peu la croyance que finalement, il n'y a que les expériences qui nous transforment. Mais Ouais. du coup, ça a vraiment résonné ce que tu m'as dit. Et ça m'a vraiment touchée, en fait, parce que ben voilà, toi, tu écris un livre, moi aussi, et il y a cette idée de non, mais en écrivant un livre, tu vas rien changer, en fait. Ça va contribuer à rien du tout. Et du coup, ben, merci pour ça. Déjà, j'ai envie Ouais. juste. Enfin, tu vois, pour moi, non, un livre, c'est riche, tu vois. Et moi, enfin, dans l'introduction de mon livre, j'écris l'idée que j'aimerais que les personnes qui le lisent, tu vois, et je m'adresse à la personne qui va le lire et l'avoir entre les mains, j'aimerais que ça soit une espèce de guide qu'elle puisse garder, tu vois, sur sa table de nuit comme un guide. Et enfin, j'ai vraiment une expérience de moi, les livres m'ont vraiment transformé. Ouais. Alors, du coup, voilà, la question suivante, c'était c'est quoi les 3 livres qui t'ont transformé? 3, je serais frustré si je répondais qu'à 3, donc je vais t'en Non, donner ben plus. ok, vas-y, dis ce que Ouais. tu as envie. Le premier, c'est Pouvoir illimité, Mm. clairement. Le deuxième, c'est Devenez ce que vous êtes de Nicolas Proupin, qui m'a vraiment parlé parce que, bon, premièrement, euh, ce qu'il écrit était vraiment adapté au moment de ma vie dans lequel j'étais, où je ne savais pas ce que je voulais être, ce que je voulais faire, où j'allais. Et pour moi, le bouquin est construit d'une manière vraiment intéressante, vraiment cool. Et en plus, à ce moment-là, je crois que c'est un peu un livre qui m'arrive. En fait, j'avais jamais lu de livre de développement personnel et je dois partir au Japon parce que je suis sélectionné dans une émission de télé en lien avec la pâtisserie et tout ça. Et je me dis, bon, bah, j'ai 15 heures d'avion. Autant que je trouve un livre pour savoir ce que je vais faire en rentrant, parce que j'ai pas envie de continuer dans la finance. Et du coup, je vais chez Gilbert Joseph, je prends ces 2 livres un peu par hasard. Il y a le premier livre de Tony Robbins, c'est le deuxième que j'ouvre dans l'avion. Et en fait, là, ce fameux hasard me scotche parce que, en fait, le gars explique il a été sportif de haut niveau en football, il s'est blessé et que derrière, après, il ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Et du coup, il a fait un master de mathématiques appliquées. Et là, je fais waouh, comment ça se fait? Moi, j'ai été sportif de haut niveau, je me suis blessé, j'ai fait un master de mathématiques appliquées. Donc, forcément, quand tu as quelqu'un comme ça où tu te dis putain, il est passé par les mêmes choses que moi, bah, tu mets tellement plus d'attention sur le livre. Et ce livre m'a vraiment aidé. Ensuite, il y a eu un livre qui m'a vraiment marqué et qui est Un retour à l'amour de Marianne Williamson, Mm. ouais, que j'ai vraiment aimé, je pense, qui a éveillé en moi cette intention et cette envie d'être une forme de modèle d'amour pour le monde et de croire qu'il est possible de gagner beaucoup d'argent en transformant le monde du business et en ayant plus d'amour dans ce monde du business et à tous les endroits. Euh, c'est vraiment un livre qui m'a éveillé à une autre vision du monde qu'un monde de compétition, un monde dangereux et toutes ces choses-là. J'ai vraiment aimé ce livre. J'aimerais bien le relire d'ailleurs. Euh, voilà. Et ensuite, euh, bon, les livres de John de Martini m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Je dirais pas transformé, mais en tout cas m'ont donné une vision qui m'a beaucoup parlé. Et récemment, un livre qui m'a vraiment parlé, aidé, inspiré, un livre qui s'appelle Conscious Uncoupling, donc genre séparation consciente. Et en fait, bon, je le lisais parce que j'avais vraiment besoin d'avoir des ressources à cet endroit-là pour souffrir un peu moins. Mais c'est un livre qui m'a aidé. Enfin, c'est un livre que je relirais même sans être dans une forme de séparation, euh, juste parce que le livre est une putain de une bible de sagesse en fait, et de à quel point on est, ouais,
à quel point est-ce qu'on est attaché à la forme et à plein de choses. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Et un dernier pour bonus, parce que j'aime beaucoup cet homme, c'est Nourishing Wisdom de Mark David, qui n'est pas un livre autour du business ou la spiritualité, mais un livre autour de la nutrition, enfin du rapport au corps et à la nutrition, mais qui a vraiment une approche de The way you eat is the way you live, donc la manière dont tu manges et la manière dont tu vis, et qui t'aide à voir ta relation à la nourriture comme un outil de connaissance de soi et qui va bien au-delà de juste ce qu'on peut voir un peu partout, de ton corps est juste une somme mathématique du nombre de calories que tu ingères et que tu brûles. Ça m'a énormément inspiré comme livre et c'est un livre que j'ai relu et que je relirai sûrement. Au-delà, encore une fois, de la nutrition, je pense que c'est un bel outil de connaissance de soi et de toute façon, je crois que un truc qui me parle beaucoup et que je touche beaucoup en ce moment, c'est cette idée que, en fait, en tant qu'entrepreneur, on croit souvent qu'on a des problèmes business, mais on a une manière de fonctionner. En tout cas, on a plein de manières de fonctionner, plein de patterns de fonctionnement et de voir le monde qu'on projette dans tous nos domaines de vie. Et que parfois, tu résous un problème qui n'a rien à voir avec ton business et ton business décolle parce que tu emmènes qui tu es partout. Donc, si tu changes qui tu es, tu changes aussi qui tu es dans ton business. Et c'est même vrai pour la maison. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Tout est ouf. Ouais. Tout est un miroir. Ouais. Le business, les relations, la maison. Mais la maison, quoi. Mais tu sais, hier, j'avais une discussion avec David et le site internet, il avance pas. Tu sais, on a un site internet et il avance pas. Personne ne le fait, machin. Et je discutais avec David, je dis, bon, vu comment ça avance pas, il y a un autre truc qui se joue. Moi, je vois très bien ce qui se joue chez moi. Et il me dit, ah bon, quoi? Bah, je fais, regarde, le site internet, symboliquement, pour un business, c'est la maison. Voilà, c'est la maison digitale. Moi, j'ai pas de maison, donc voilà pourquoi, voilà pourquoi on n'a pas de site internet. Et, euh, et lui, il voit à quel point la manière dont il prend le site internet et ses blocages par rapport au site internet sont les mêmes blocages qu'il a par rapport aux travaux qu'il doit faire chez lui dans la maison. Et il fonctionne exactement de la même manière. Donc, c'est ouf. Ouais, moi, ça m'a tellement surpris quand j'ai découvert. Enfin, le reste, je le savais, mais la maison, c'est le truc que tu ne crois pas, quoi. Et c'est quoi ton rapport à l'argent? Plutôt écureuil à la base. En mode, faut vraiment le garder, le garder, le garder. On économise, on dépense rien. Bon, d'ailleurs, j'ai toujours ça. Ouais, mais je vois que j'ai le même rapport à l'argent que j'ai à la sexualité et à plein d'autres choses, en fait. Ouais, il faut... je sors ça parce qu'en ce moment, je m'intéresse pas mal à la Mais sexualité. ça, c'est marrant, ça me fait penser à une citation de Warren Buffett que j'ai lue là, il n'y a pas longtemps, qui disait quelque chose comme travailler maintenant et se reposer plus tard, c'est comme garder la sexualité pour ta vieillesse. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Mais... Ouais, voilà. Ok, bon, après, le gars, il parle, mais bon, il... il vit avec... c'est le mec le plus radin qui existe au monde, tu vois. Donc, en gros, ce qu'il explique à travers cette citation, c'est qu'il n'a pas baisé jusqu'à 60 ans. Mais... Bref. Non, je taquine Warren, mais... non, mais mon rapport à l'argent, je pense que j'ai de la chance d'en avoir beaucoup, et j'en ai pas beaucoup par hasard. J'en ai beaucoup parce que je flippe et j'en ai jamais assez, tu vois, dans le fond. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast avant-hier là-dessus, sur lequel je prenais conscience de à quel point l'argent, j'ai toujours une bonne excuse de non, mais on profitera le jour où on aura tant. Allez, vas-y, mets encore 500 000 de côté et tu pourras t'offrir ça. Et constamment, tu vois, je repousse la possibilité de vraiment kiffer ma vie, tu vois. Et t'as combien là de côté? Oh, bah là, j'ai plusieurs millions et encore à me dire. J'ai plusieurs millions. Bon, après, ils sont investis, mais je peux les sortir un peu quand je veux, tu vois. Mais je suis encore à me dire, ouais, vas-y, 4 jours à Sydney,
je prends un hôtel à 150 la nuit, pas celui que je veux à 350, tu vois. Voilà. Et tu investis dans quoi? Bourse, crypto. Un peu start-up, mais surtout bourse et crypto. Hmm. Donc, tu t'en sers peu, alors finalement. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert, en fait? Ah, Tu... pour moi, l'argent, c'est le choix. Euh, c'est un choix. Donc, pour moi, c'est le pouvoir de choix. Tu vois, quand je raconte que, quand je dis que je vis en Airbnb, par exemple, on me dit, ouais, mais Julien, ça doit te coûter cher. Ouais, ça me coûte cher, mais c'est la possibilité de choisir que j'achète et la possibilité de faire ce que je veux que j'achète. Euh, et la possibilité de m'occuper de rien que j'achète. Donc, ouais, il me sert à juste faire ce que je veux quand je veux. C'est que là, tu vois, j'ai un mois de juin qui m'attend, qui m'inspire vraiment. Je pars à Sydney. Après, de Sydney, je vais en Amazonie. Après, je vais à Majorque. Bah, en gros, ça me coûte 13 000 euros de billets d'avion, ou un peu plus même. Euh, ok, j'en ai envie, j'y vais. Voilà à quoi ça me sert. Et du coup, quand on est multimillionnaire à moins de 30 ans, est-ce qu'on a encore des rêves? Ouais, plein. Mais sûrement pas des rêves financiers. Hmm. Tu vois, pendant un moment, j'avais ce truc un peu mégalo de me dire, putain, j'aimerais bien être milliardaire et tout. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Vraiment, donc, j'ai plus d'objectifs financiers. J'ai juste l'intention que ça continue à se développer, à grandir. Mais sans l'attendre que ça grandisse à un certain rythme. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas vraiment de rêve financier. Je n'ai pas vraiment de rêve matériel. Euh, non, j'ai plus envie d'aller faire des expériences. Et d'ailleurs, c'est un truc que je kiffe avec le fait de faire l'expérience d'avoir de l'argent. Euh, c'est ce que dit, comment il s'appelle? Jim Carrey, qui dit, je souhaite à tout le monde d'être riche et célèbre pour se rendre compte que ça ne fait pas le bonheur. Et, et j'aime bien ce qu'il dit parce que c'est, je souhaite à tout le monde d'être riche et célèbre. Il dit pas, ne le soyez pas. Et je pense que tant que tu n'en as pas fait l'expérience, tu as toujours un fantasme que tu portes. Et aller le vivre, ce fantasme, te permet de lâcher ça, en fait. Et d'aller te concentrer sur des rêves qui t'inspirent plus. Après, je ne suis pas du tout en train de condamner l'argent, au contraire, hein. Je suis très content d'en avoir. Et je ne crois pas que l'argent rend heureux, mais je crois que le manque d'argent rend malheureux, par contre. Voilà. Hmm. Mais un autre truc dont j'aime me souvenir aussi, c'est que, et qui Ouais, marque vraiment les clients, c'est que l'argent résout les problèmes d'argent. Voilà. ouais. L'argent résout tous tes problèmes d'argent. Donc, typiquement, j'ai envie d'aller à un endroit, j'ai envie de telle maison, j'ai envie de faire telle expérience, ça résout ça. Par contre, ça ne résout pas mon problème interne de si je ne m'autorise pas à ça, si je me ferme, si... voilà, donc l'argent résout les problèmes d'argent, mais que les problèmes d'argent. Hmm. Et donc, c'est quoi tes rêves alors, encore? Bah, mes rêves, c'est de kiffer, quoi. Continuer à kiffer cette vie et continuer à me dire chaque jour, waouh, ce monde est merveilleux. Et mes rêves, tu vois, c'est mon intuition qui me les donne, mes rêves. Donc, j'ai pas des attentes en mode, putain, je veux absolument vivre ça et tout. J'ai juste des intentions et des intuitions et je les suis et voilà. Ok. C'est décevant comme réponse. Moi, je suis un peu déçue, ouais, Ouais, je j'avoue. sens Tu ça, ouais, je vois, sens ça. ouais, c'est vrai que, je sais pas, bah si, tu l'as dit un peu tout à l'heure, finalement, celui d'être papa encore. Ouais, ouais. Mais j'aime pas le mot rêve parce que je trouve que le mot rêve, il porte une énergie d'attente et de volonté et de si je le réalise, ma vie sera mieux. Si je le réalise, ça sera une espèce d'expérience magique et tout ça. Euh, j'ai pas envie de projeter des trucs comme ça sur les expériences que j'ai envie de vivre parce que je pense que c'est justement comme ça que tu es déçu. À la hauteur des attentes que tu portes, bah, tu es déçu. Donc, c'est pour ça que j'aime pas l'énergie que porte le mot rêve.
Mhm. Ok. C'est rigolo parce que moi, j'ai plutôt le truc inverse. Le rêve, une fois qu'il est accompli, en gros, tu peux mourir. Tu vois? Et toi, tu me dis, une fois que tu as atteint ton rêve, tu es heureux. Enfin, en fait, c'est bon. Ouais, ouais, ok, je comprends. Ouais, je vois, je suis d'accord. Parce que, ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, il y a justement, c'est le truc de beaucoup de gens croient qu'ils vont être heureux ce jour-là, mais la réalité de ce qu'ils vivent, c'est qu'au final, ils meurent. Donc, je Hmm. comprends ces deux versions des choses. Hmm. Après, j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi être un bon leader et être un bon CEO? J'ai pas de réponse. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte dans lequel tu es et ça dépend de l'objectif. Parce que typiquement, je pense que si tu veux faire le plus d'argent possible le plus rapidement possible, bah, être un bon CIO ne va pas être la même manière qu'être un bon CIO si l'objectif c'est que tout le monde soit heureux, par exemple, et tout le monde soit dans un environnement qui est soutenant. Alors bien sûr, tu vas me dire on peut avoir les deux. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même une priorité dans les objectifs. Et donc pour moi, être un bon CIO, c'est être un CIO qui lead de la manière qui prend les meilleures décisions alignées à l'objectif de l'entreprise. Donc, j'ai pas de problème avec des CIO euh, tu vois, qui vont avoir. C'est pas ma manière de voir les choses, mais avec un truc très patriarcal où le N-2 n'a pas le droit de parler au supérieur et toutes ces choses-là. Si l'objectif, c'est de garder une structure où le CIO peut sentir qu'il a du pouvoir et se sentir important, tu vois. Genre, c'est la meilleure manière d'être un bon CIO à cet endroit-là, si c'est ton but. Et souvent, tu parles de leader inspirant. C'est quoi pour toi être un leader inspirant? Euh, je parle de leader inspiré, ce qui est Hmm. différent. Ok, ouais, ok. Tu fais bien de rectifier. C'est vrai. Ouais. Euh, un leader inspiré, c'est un leader qui se lève le matin et sur lequel il sent la vie circuler en lui quand il développe son projet, tu vois. Inspiré, tu vois, c'est in spirit, euh, l'esprit en soi, c'est le souffle, c'est ce truc de est-ce que je sens le souffle qui me porte en fait, ou est-ce que j'ai l'impression de devoir tirer, devoir pousser, devoir forcer. Et c'est ça pour moi un leader inspiré. C'est un leader qui n'est pas en train de pousser, qui n'est pas en train de forcer, mais juste c'est naturel et c'est la vie qui le pousse à faire ce qu'il fait en fait. Il n'a pas besoin de pousser avec sa volonté, la vie le pousse à faire ce qu'il fait. Et qu'est-ce qui, toi, t'amène à te lever le matin? En général, déjà, j'ai les yeux ouverts. J'ai les yeux ouverts assez tôt. Euh, franchement, j'ai jamais été dormeur. Donc déjà, j'ai un truc de rester dans le lit, je me fais chier en fait, tu vois. Donc déjà, c'est assez naturel pour moi. Et j'ai envie d'aller vivre, tu vois. Genre, je ne sais pas comment expliquer, j'ai envie d'aller vivre. Sûrement que c'est un truc que j'ai en moi depuis petit, parce que je crois que ma mère m'a toujours dit ça, tu vois, j'avais une énergie de vie qui était différente des autres. Hmm. J'ai toujours eu ça, tu vois. Donc, j'ai envie de vivre, j'ai envie de me lever. Et ouais. Et c'est quoi ton moteur alors? Euh, quelque chose d'inexplicable à vivre, je dirais. Est-ce que tu crois que la vie a un sens? J'en sais rien. Enfin, en tout cas, elle a le sens que je veux bien lui donner. Ouais, et tu lui donnes quoi comme sens? Euh, pour moi, le but de ma vie, c'est d'apprendre à aimer et d'exprimer la version la plus authentique de moi. Voilà. Ce que tu es en train de faire là. Ouais, sûrement. En tout cas, il n'y a pas d'endroit où je me suis dit, là, c'est pas la version authentique de moi. Hmm. En tout cas, ça fait partie des choses qui m'inspirent chez toi, ce côté authentique. Et de quoi tu es le plus fier sur ton parcours? Et, et- Rien. Ah non, tu peux pas dire ça. Non, là, je suis sûre que tu n'es pas authentique. Si, si.
Euh, Parce que, je suis contre, je suis pas con, si je suis contre. Euh, je suis contre la fierté parce que pour moi, être fier de certaines parts de ton parcours, c'est de l'ignorance. C'est l'ignorance de tous les autres moments, à quel point ils faisaient aussi partie du chemin, ils étaient aussi ultra importants. Et pour moi, chaque fois que j'identifie un moment et je dis, je suis fier de ce moment, bah, c'est un manque d'amour pour tous les autres moments. Et c'est de l'ignorance c'est une vision linéaire des choses. Et moi, je crois que notre vie, elle n'est pas linéaire, en mode il y a des victoires, il y a des échecs. C'est juste une expérience qui, une expérience qui va au-delà de juste ça c'était bien, ça c'était mal. C'est une expérience tellement complète, tellement riche que je ne peux pas dire je suis fier de ça, ça c'était bien, et commencer à faire un tri en fait. J'ai pas envie de faire un tri de mes expériences. Et lesquels t'ont le plus marqué dans ta vie alors? Euh, En positif ou en négatif, hein? Tout en fait. Franchement, je suis capable de regarder ma vie et de me dire waouh, ça c'était riche, ça c'était cool, ça c'était cool, ça c'était cool, ça c'était cool, ça c'était cool. Ça faisait mal, mais c'était cool. Ouais. Et donc, donc, non, je ne peux pas répondre à ça. Enfin, tout, je vais te décrire 27 ans, 29 ans. Putain, pourquoi je dis 27? T'as quel âge? J'ai 29, j'ai 29. Et comment tu te vois à 80 ans? Euh, les cheveux blancs, on est bien parti, hein. Euh, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. À mon avis, pas dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Mais encore. Bah, vu comment aujourd'hui j'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde qu'il y a 4 ans, tu vois, j'ose pas imaginer à quel point ma perception du monde va changer dans les 60 prochaines années encore, dans les 50 prochaines années encore, tu vois. Et à mon avis, je peux même pas imaginer. Je peux même pas imaginer ce que je croirais du monde et comment je le verrais. Et ce que je suis et ce que je vois, c'est la même chose. Donc, voilà. Je peux pas imaginer. Et je suis ouvert au mystère. Ok. Ok. Tout à l'heure, tu as évoqué euh, les souffrances qu'on traverse, etc. Et comment tu soulages tes souffrances, du coup? En changeant mon regard dessus, parce que je crois que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Et la souffrance, c'est juste la douleur à laquelle tu ajoutes de la résistance. C'est la douleur à laquelle tu donnes pas de sens et c'est la douleur vis-à-vis de laquelle tu te dis ça ne devrait pas arriver. Sinon, c'est juste une expérience. Donc, comment je traverse mes souffrances? Ouais, concrètement, là, quand Jess t'a quitté, Le premier truc que je fais, c'est je me demande c'est quoi les bénéfices? En quoi est-ce que ça sert ma mission? En quoi est-ce que ça sert ma vie? Et ensuite, je me demande qu'est-ce que j'ai la perception de perdre? J'ai l'impression de perdre sa douceur, j'ai l'impression de perdre sa tendresse, j'ai l'impression de perdre ces choses-là. Ok, sous quelle forme est-ce que je l'ai retrouvée? Et je vois que ça a juste changé de forme. Ça s'incarnait chez elle. Le moment où elle me quitte, entre le moment où elle me quitte et le moment où je fais l'exo, ben, tellement d'autres personnes ont commencé à exprimer ça qu'ils n'exprimaient pas autant avant dans ma vie. Donc, pour moi, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et pour moi, le deuil, c'est de l'ignorance. Et c'est pas un jugement quand je dis ça. C'est pas de l'ignorance en mode t'es débile. C'est euh, l'ignorance du changement de forme. Et tu crois avoir perdu quelque chose quand tu ignores sous quelle forme est-ce que tu l'as regagné. Et il y a juste un changement de forme, tu vois. Et je vois par exemple qu'après cette rupture, ben, euh, tout ce que j'aimais chez elle,
d'autres ont commencé à l'exprimer dans ma vie, mais clairement, je sais identifier qui à un autre niveau. Et quand je fais la somme de tous ceux qui l'expriment maintenant, c'est exactement au même degré que l'intensité avec laquelle Jess l'exprimait. Et du coup, la question devient, OK, maintenant que je vois ça, en quoi c'est au service de ma vie et au service de ce que je veux devenir, au service de ma mission, que la forme est changée et que ça s'exprime maintenant à travers ces différentes personnes plutôt que Jess. Ok. Et quand c'est ça, tu as juste au moment où je réalise ça, j'ai juste de l'amour pour la vie et un sentiment de gratitude intense où j'ai les larmes aux yeux, j'ai des frissons de me dire, waouh, c'est parfait. Et ça, pour moi, c'est l'amour, tu vois. C'est l'amour de quelque chose de plus grand qui guide ta vie et qui est toujours à ton service, que tu le veuilles ou non, tu vois. Et quand je touche ça, je me dis, waouh, genre juste merci. Et je suis pas en train de renier la relation avec Jess, au contraire, c'est merci Jess de m'avoir apporté ça pendant 2 ans et merci aux personnes qui maintenant m'apportent ça parce que je sens, enfin, je sais, c'est pas je sens, c'est, tu as un moment de clairvoyance, de putain, je vois et je sais à quel point est-ce que cette nouvelle forme, elle est parfaite pour moi. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi devenir conscient ou être de plus en plus conscient? Ah, bah, c'est savoir, c'est voir ce que tu ignorais hier, voir aujourd'hui ce que tu ignorais hier. Ok. Et je peux aussi prendre un autre jeu de mots qui est que euh, conscient, tu vois, c'est je sais que je suis con, quoi. Et pour moi, devenir conscient, c'est prendre de plus en plus conscience de à quel point je sais rien, Mm. paradoxalement. Pour moi, la plus haute forme d'inconscience, c'est de croire que tu sais et de croire que tu es conscient. Et ça te parle, ce mot d'être éveillé? Non. Je suis, je suis éveillé la journée et je suis endormi la nuit. Et ça s'arrête là et voilà. Ok, l'éveil de conscience, ça ne te parle pas plus que ça. Non, Mm. pas du tout. Ouais, Pour moi, c'est un espèce d'ego trip spirituel. ok. Et l'ego, c'est quoi pour toi? Bah, c'est le sentiment de je. Voilà, c'est Julien, je suis. Ça, c'est l'ego. Et tous les endroits où je veux me mettre au-dessus des autres, où je me sépare des autres, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, euh, mais c'est l'ego. Tu vois. Et je trouve que dans cette espèce de mouvement autour de l'éveil spirituel, c'est un mouvement pour beaucoup de OK, en fait, je comprends rien à votre jeu de la matière. Ça me saoule, ça me casse les couilles. Je me sens comme une merde avec votre jeu de la matière. Donc, je vais trouver un moyen, comme je me sens comme une merde, je vais trouver un moyen de compenser et de me mettre au-dessus de vous. Alors, bien sûr, les gens qui sont dans ce délire vont pas du tout aimer cette partie-là. Ils vont dire que j'ai rien compris. Et ça sera encore une fois la manière de me montrer qu'ils ont mieux compris que moi. Et ça me va très bien. Mais il y a un jeu assez paradoxal que je trouve à cet endroit-là. Et pour moi, les personnes si seulement, si on doit dire qu'il y a des personnes éveillées, euh, bah en fait, ces personnes-là, tu les entends jamais prononcer ce mot-là. Mm. Donc là, c'était l'ego spirituel et l'ego dans sa globalité, enfin, comment tu définirais l'ego? Tout. Tout. Enfin, pour moi, l'ego, c'est dès que tu t'exprimes, dès que tu mets à l'extérieur ce que tu es, c'est de l'ego. Je dis pas que c'est mal, hein, tu vois, mais je sais pas, c'est pas mal pour moi, l'ego. Quand je te dis je pense ça, bah ok, c'est de l'ego. C'est Julien, je pense ça. Après, il y a des mécanismes de l'ego. Et je pense que c'est ce qu'on entend souvent par ego, c'est les mécanismes de manipulation, de toutes ces choses-là. Mais pour moi, l'ego, c'est ces mécanismes-là, mais c'est aussi tout le reste, en fait. Je pense qu'il y a, en tout cas, j'aime différencier
l'ego et les mécanismes de protection créés par l'ego, qui sont deux choses différentes. Hmm. Et heureusement que j'ai un putain d'ego. Sinon, je fais comment pour naviguer dans ce monde? Tu me demandes de présenter au début, je te dis quoi? Je suis? Tu me fais, je suis rien? Ah, ok. On a perdu l'interview. Tu vois. Je fais comment? Tu vois, je suis bien obligé je suis bien obligé d'exprimer. Et, et chaque fois que je m'exprime, chaque fois que je dis quelque chose, je suis dans une forme de dualité, tu vois. C'est au moment où je dis ça, où j'exprime ce mot, je ne dis pas l'inverse, tu vois. Donc, je suis naturellement, dès que j'utilise un mot, je suis naturellement dans une forme de dualité. Et du coup, je suis naturellement dans l'ego. Et heureusement, parce que sinon, cette expérience matérielle n'a plus lieu d'être, en fait, si je me sépare de l'ego. Ok, intéressant. Merci. Et, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Plein. Alors, ceux qui t'inspirent le plus, aujourd'hui ou hier, Il n'y en a pas, franchement. plein, il n'y en a pas. Non, non, plein. Enfin, tu vois, j'ai pas de nom précis, mais genre, je peux être inspiré par. Enfin, je suis inspiré par tous les êtres humains dès que j'apprends à les connaître. Je sais pas si j'ai un exemple. Euh, euh, ouais, je te prends un exemple. Hier soir, je passe la soirée avec une amie et elle me raconte son histoire, tout ça, et elle m'inspire par ce qu'elle a traversé, tu vois. Est-ce qu'elle est Elon Musk? Non, mais quand elle me raconte son histoire, ça m'inspire, tu vois. Genre, je me sens, tu vois, j'ai ce truc de, ça vit en moi quand j'écoute son histoire. Et pour moi, tu es inspiré par toutes les personnes dont tu prends le temps de comprendre l'histoire, euh, naturellement. Et donc, hier matin, hier après-midi, je fais un shooting photo avec un photographe et on discute un peu, machin, et il me raconte que il est cambodgien et sa mère est arrivée en France quand elle avait 12 ans parce qu'il y a eu une guerre au Cambodge et son grand-mère et son grand-père a été tué parce que c'est un peu comme les nazis. Il y a eu un truc au Cambodge de tous les gens intellectuels, il fallait les tuer. Il y a eu 2 millions de morts. Et en fait, quand je me connecte à l'histoire de sa mère et j'imagine sa mère qui est obligée de venir du Cambodge en France avec son père qui vient d'être tué en tant qu'intellectuel, bah, ça m'inspire en fait. Je me dis, waouh, cette meuf a un courage de dingue. Donc, je suis inspiré par tous les gens à partir du moment où je prends vraiment le temps de comprendre leur histoire et de comprendre qui ils sont. Est-ce qu'il y a des traits qui t'inspirent le plus que d'autres? Là, tu viens de citer le courage. Non, non, parce que je crois que tout le monde est courageux dans sa forme à lui, tu vois. Et je crois que tout le monde a tous les traits. Et c'est pour ça que je dis, quand tu prends le temps d'écouter l'histoire de quelqu'un, parce que si tu prends certains passages de la vie de quelqu'un, tu peux dire, lui, il n'est pas courageux. Mais quand tu prends le temps de comprendre son histoire, comment il en est arrivé là et tout, tu es capable de reconnaître plein de formes de courage. Donc non, je pense pas que c'est mental, l'inspiration. Donc, il n'y a pas des traits comme ça, mais enfin, quand je comprends la vie des gens et que je prends le temps de m'intéresser à comment ils en sont arrivés là aujourd'hui, chaque fois, ça m'inspire. Chaque fois, je me rends compte à quel point on fait tous la même expérience humaine. Hmm. Et sûrement, tu vois, il y a une part de moi qui, si je suis inspiré par eux, c'est parce que je suis inspiré par moi, moi-même, mon parcours, tu vois, et que je me reconnais à travers eux. Mais en tout cas, ça m'inspire. Et qu'est-ce qui t'inspire dans ton parcours en particulier? Euh, à quel point
les trucs les plus inconfortables que j'ai pu vivre sur le moment, sur lesquels je me disais, putain, mais si seulement ça, je pouvais le changer, sont en fait aujourd'hui les trucs qui ont créé mes plus grandes forces et sur lesquels je me dis, waouh, aujourd'hui, je me dis, putain, mais heureusement que j'ai vécu ça, en fait. Pour rien au monde, je voudrais le changer. Et en particulier? Bah, en particulier, c'est la période entre 16 ans et 23 ans où ma mère est alcoolique dans cette période-là. Et, euh, et je rentre le soir et je me souviens tous les soirs, déjà j'allais m'entraîner le plus tôt possible et je rentrais je rentrais le plus tard possible pour pas être en contact avec elle. Et dans le métro, j'étais déjà en train de penser euh, à l'interphone au moment où j'allais sonner à l'interphone et elle allait me répondre et je savais à sa voix en fait combien de verres elle avait bu et où est-ce qu'elle en était en fait et quelle soirée j'allais passer. Et en fait, ça m'inspire parce que c'était tellement inconfortable que je crois qu'à ce moment-là, je commence déjà à développer des compétences qui m'aident énormément aujourd'hui. C'est que à ce moment-là, dans le métro, je suis obligé de me connecter à quelque chose que je ne sais pas trop pour sentir, tu vois, sans que je sois présent avec elle. Euh, et ce qui me permet aujourd'hui de sentir, d'avoir plein d'expériences vraiment perturbantes de gens où je sais ce qu'ils vivent, où je peux me connecter à ce qu'ils vivent sans être avec eux. Euh, tu vois, et ça, c'est hyper utile dans mon métier aujourd'hui, dans ma vie, et ça, je le développe grâce à ça. Pareil, être capable de sentir ce qui se passe à la voix de quelqu'un, je le développe avec l'interphone, tu vois, où il s'agit de comment je vais passer ma soirée. Et je commence à ce moment-là à être hyper attentif, sans en être conscient, hein, mais parce que c'est de l'ordre de la survie, tu vois, être hyper attentif sur est-ce qu'elle ment. Je commence tu vois, à être hyper attentif sur c'est quoi les signes de quelqu'un qui ment, qui se ment à lui-même et toutes ces choses-là. Et toute cette période, elle est ultra inconfortable. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, je fais ah putain, mais forcément, si je vis ça, bah, je ne développe pas les mêmes compétences que quelqu'un pour qui c'est tranquille chez lui, tu vois. Parce qu'il n'a pas ce besoin de les développer. Et je pense que nos compétences, nos super pouvoirs, nos zones de génie, on les développe dans ces moments de plus grande souffrance. Il y a ça, et après, il y a. euh, moi, je commence aussi à m'autodétruire dans ce moment-là où je perds 20 kilos, où j'arrête de manger. Et après, forcément, comme j'arrête de vivre, ben, je vis l'inverse, je, où je commence la boulimie, où je me fais vomir, toutes ces choses-là mais jusqu'à 10 fois par jour. Et forcément, à ce moment-là, quand tu as ces deux parts de toi, une qui est en train de s'autodétruire et l'autre qui a envie de s'en sortir, bah, tu as un désir tellement plus grand que les autres de comprendre comment fonctionne l'être humain. Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi on a des blocages? Pourquoi on a un décalage? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Parce que le niveau de souffrance que j'expérimente à ce moment-là, il dépasse tout entendement bien plus que l'alcoolisme de ma mère. Donc forcément, ce truc-là, ça me donne un vide de comprendre pourquoi est-ce que l'être humain fonctionne comme ça et pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, qui est 1000 fois plus grand que la majorité des gens. Et donc forcément, tout ça fait que derrière l'information, je l'absorbe différemment, que l'information, je la capte différemment. Et ça fait aujourd'hui pourquoi j'ai le métier que j'ai et pourquoi j'ai les compétences que j'ai dans ce métier, en fait. Parce que la vie m'a forcé à les développer. Et on peut dire, elle m'a forcé à les développer ou elle m'a amené dans un chemin qui fait que c'était le meilleur endroit pour les développer, peu importe comment on le voit. En tout cas, aujourd'hui, quand je vois ces périodes-là, j'ai de la gratitude pour ça. Et c'est pour ça que j'aime aussi aider les gens à voir en quoi est-ce que ce qu'ils vivent d'inconfortable est un cadeau, parce que ça l'est. Et quand tu enlèves le voile, tu peux prendre le cadeau et te servir de ce cadeau pour aller réaliser ce qui est important pour toi dans ta vie, en fait. Merci de nous partager tout ça. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager de la vie, de l'amour,
de toi, de, Non, j'aime pas que tu n'as pas dit. j'aime pas ces moments, cette dernière question, ce moment qui est un peu rajouté. Euh, ouais, je pense que j'ai partagé ce que j'avais à partager. Hmm. Ouais, merci beaucoup, Julien. Merci pour l'opportunité. Hmm. Avec plaisir.